Les deux alpinistes isérois Pierrick Finer et Simon Welfringer, récompensés par le Piolet d'Or pour leur exploit l'an dernier au Sani-Pacouche, invités aux rencontres ciné-montagne de Grenoble. Ils ont également reçu la médaille d'or de la ville. Dans le cadre d'une résidence de création, Simon Hogade investit le cloître de Sainte-Marie-d'en-Haut. Sa création écorcée rend hommage au végétal et au vivant, inspiré des échasses que l'on peut voir dans les mangroves de l'Amazonie, thème de la dernière expo du musée. Et puis, à l'occasion de la première journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, Jean-Jérôme Calvier, directeur exécutif d'Ulysse, entreprise sociale et solidaire, viendra nous présenter le service Solénie qui fête cette année ses 10 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 9 novembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un exploit au sommet qu'ont accompli à l'automne 2020 Pierrick Finer et Simon Welfringer. Dans le contexte particulier créé par la pandémie de Covid, ils ont gravi les 6953 mètres du Pani-Pacouche au Pakistan par sa face sud. Une ascension pas sans embûches ni aléas, filmée et présentée sur le titre Revers gagnant aux dernières rencontres ciné-montagne et qui leur a valu le Piolet d'Or, l'Oscar de l'alpinisme. De passage à Grenoble, les deux jeunes hommes qui portent une grande importance à l'impact environnemental de leur activité ont également été reçus à la mairie pour recevoir la médaille d'or de la ville. Pour moi, le Piolet d'Or, ça me marque beaucoup parce qu'il pense vraiment plus à l'esprit d'aventure, à l'éthique, que vraiment la performance pure. Et c'est pourquoi on va en montagne. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et moi, ce que je retiens de cette expédition, c'est plus le bonheur qu'il y avait au sommet, plus qu'éventuellement les médailles qui vont derrière. On monte plus pour le sommet que pour ce qu'il y aura derrière. Ça a récompensé les plus grands alpinistes de l'histoire, en quelque sorte. Après là, maintenant que ça nous arrive, entre guillemets, aussitôt, à 27 ans, je veux dire, avant de faire cet exploit, on s'y attendait absolument pas. Et encore une fois, avec le contexte, il nous a été décerné. Mais c'est surtout le moyen, je trouve, de faire rassembler le milieu de la montagne. On n'a pas souvent l'occasion de tous se retrouver, toutes les personnes qui font des expéditions au cours de l'année. Et c'est surtout une grande fête de l'alpinisme, je pense, qui récompense pas forcément une grosse performance, mais surtout l'esprit d'aventure et la motivation des alpinistes, quoi. C'est un beau projet qu'on a construit à deux. C'est pas forcément toujours le cas en expédition. Souvent, c'est des équipes de 3 ou 4. Là, on n'était que tous les deux. On a fait le choix d'une voie pas forcément super technique, mais plutôt on a misé sur le côté sauvage. Et voilà, dans un pays qui nous tenait à cœur, qui est le Pakistan, dans lequel on est déjà allé plusieurs fois et qu'on aime beaucoup, et dans lequel je pense qu'on y retournera encore plusieurs fois avec Pierrick et avec d'autres gens. Et depuis 20 ans, seules 3 cordées françaises ont reçu le Piolet d'Or en 2013, 2016 et 2018. Cet hiver, ce sera peut-être le retour des skieurs sur les remontées mécaniques. Certains ont déjà commencé, comme aux Deux Alpes, pendant les vacances de la Toussaint. Durant les 2 semaines d'ouverture du glacier, la station de Loisan a accueilli environ 20 000 personnes, avec des pics à 3 000 pendant les 3 week-ends. Des skieurs masqués dans les télécabines, mais sans passe sanitaire. Pour le reste de la saison, il ne sera obligatoire que si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean Castex la semaine dernière. Le masque dans les files d'attente et lieux de brassage sera également de rigueur. Et ça va aussi pour les saisonniers qui verront leur salaire augmenter de 3,2% pour les plus faibles. Le moral est au beau fixe. Entre les chutes de neige de ces derniers jours et les niveaux de réservation et notamment l'appétence des Français pour le ski cet hiver, on a un espèce d'alignement des planètes. Je rajoute à ça que samedi dernier, le Premier ministre est venu en Haute-Savoie nous dire qu'il n'y aurait effectivement pas de passe sanitaire sur les remontées mécaniques. En tout cas, pas tant qu'il n'y aurait pas à nouveau une vraie vague de contamination. Et même dans ce cas-là, la fermeture des remontées mécaniques n'était pas envisagée. On pourrait contester la question du pass sanitaire sur les remontées mécaniques parce que ça reste un moyen de transport. Il n'y en a pas dans le métro. Pourquoi il y en aurait finalement sur une remontée mécanique? A fortiori, un télésiège qui est en plein air. Cela étant, on a bien vu l'hiver dernier qu'il ne suffisait pas d'avoir des arguments sanitaires solides pour être traité dans le droit commun. Donc cette année, on nous dit que dans l'hypothèse où il y aurait une certaine vague de contamination, il y aurait peut-être le pass sanitaire.
je dirais, si ça doit arriver, on fera tous un effort. On voit tous les efforts que font les soignants en ce moment. L'écosystème doit s'adapter et s'il y a un effort à faire, nous le ferons. On avait du retard, pour dire la vérité, dans notre grille de rémunération minimale parce que, évidemment, avec un hiver dernier, on a fait 0 chiffre d'affaires. Forcément, c'est compliqué de consentir à des augmentations. Là où on est content d'avoir trouvé un terrain d'entente, c'est qu'on avait la même ambition pour rendre nos métiers attractifs, en donnant un vrai coup de pouce aux rémunérations minimales, mais également une forme de relativisme par rapport à une saison dont personne ne sait ce qu'elle va apporter. Le coup d'envoi de la saison dans les Alpes iséroises doit s'échelonner du 27 novembre au 18 décembre. Sur la glace, une bonne nouvelle pour le Grenoblois Dylan Fabre. Le brûleur de loup vient d'être appelé pour sa première sélection en équipe de France senior. L'attaquant de 20 ans à peine disputera 3 matchs amicaux avec les Bleus, jeudi, vendredi et samedi en Slovénie. En 2020, Dylan faisait partie de l'équipe U20 vice-championne du monde. L'Amazonie, un monde qui ne voit pas souvent la glace. C'est à son peuple et ses forêts que le musée dauphinois consacre sa dernière exposition. Mais ça, c'est à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le cloître, un drôle d'anaconda est en train de prendre le soleil et de prendre forme grâce au talent de Simon Ogade. Laurie Baillet l'a rencontré. Simon Ogade est un artiste plasticien-sculpteur originaire de Lorient qui joue avec les volumes, les courbes, les lignes et les grands formats. Et c'est au cœur du musée dauphinois à Grenoble qu'il a imaginé Écorcé, cette installation monumentale, hommage au végétal et au vivant. Le projet, c'est une sculpture qui est constituée d'os de bois, de sortes de bardeaux ou de tabaillons, d'éléments que je redécoupe pour créer ces sortes de tuiles et venir habiller cette structure. Donc le point de départ un peu du projet, c'est cette idée de mangrove, de racines échasses, de racines palétuviers. Voilà, une zone frontalière, en fait, une zone tampon qui est souvent vue comme plutôt inhospitalière, on va dire, et qui en fait est un vivier et une zone essentielle en fait à l'écosystème de son environnement. Écorcé, c'est avant tout une sculpture de 30 mètres cubes de bois local, de récupération et de structure, 150 clous et 2 mois de travail in situ pour la construction. Par ce gigantisme, l'idée c'est de revenir peut-être sur un temps fantasmé, une sorte de temps premier, primaire, comme ça, originel, où on retrouverait des racines d'un géant végétal, mais avec ce jeu de tuiles, il y a vraiment cette volonté d'insuffler un mouvement, une vitalité, même si l'objet reste figé, certains peuvent y voir quelque chose d'animal. On est dans un grand carré, en fait, ici, forme assez géométrique, et moi je viens investir une forme au contraire très organique, courbe, qui vient un peu s'adosser, se débattre à l'intérieur de cette cage, entre guillemets, cubique. La prochaine création de Simon Ogade est à découvrir contre le musée Arcabas en Chartreuse au printemps 2022, au programme du bois, de la géométrie et de la dualité. L'installation finale est prévue le 11 décembre et Écorcé restera en place jusqu'en octobre 2022. Mercredi, ce sera la première journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, initiée par la Fondation Abbé Pierre et 19 organismes impliqués. Pour en parler, je reçois Jean-Jérôme Calvier. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes directeur exécutif d'Ulysse et vous avez mis en place un service pour aider les ménages concernés. On va y revenir. Avant cela, de quoi parle-t-on quand on parle de précarité énergétique ? Alors c'est un terme qui est dans une loi en France, en juillet 2010, la loi Grenelle 2 de l'environnement, qui définit que tout ménage qui a des difficultés particulières à subvenir à des besoins fondamentaux dans son logement, notamment en termes de confort, liés à des difficultés de ressources ou à des conditions d'habitat, peut être considéré en précarité énergétique. En fait, c'est à peu près quand les dépenses d'énergie d'un ménage dépassent 10% de ses revenus. Voilà, alors ça c'est une définition anglo-saxonne qui s'appelle le taux d'effort énergétique et qui permet effectivement de caractériser un certain nombre de situations en France. Ça concerne combien de personnes autour de nous ? Alors, demain, effectivement, la Fondation Abbé Pierre co-organise la journée dont vous parlez. Donc aujourd'hui, on estime à 12 millions de personnes en France. C'est à peu près un Français sur 5 ? Voilà, c'est à peu près 20% des ménages, exactement. Donc on a à peu près les mêmes ratios, effectivement, sur le département de l'Isère et sur l'agglomération de Grenoble, qui sont considérés comme étant en précarité énergétique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence d'être en précarité énergétique ?
Alors, on a de plus en plus de liens entre la précarité énergétique et des conséquences sur la santé. Il y a des études effectivement qui sont menées, initiées au départ par la Fondation Abbé Pierre. Ensuite, il y a un certain nombre d'universités et effectivement de chercheurs, notamment dans le milieu médical, qui commencent à faire des liens entre des problématiques liées à une mauvaise isolation, à de la condensation, à de l'humidité, à des moisissures, qui font qu'il y a effectivement des pathologies spécifiques qui se développent dans des familles, chez des adultes ou chez des enfants qui sont touchés par la précarité énergétique. Des pathologies spécifiques qui peuvent aussi avoir des conséquences sociales. On peut plus sortir pour aller chercher du travail, se rendre. Et la précarité énergétique, c'est aussi d'habiter peut-être loin de la ville et de ne pas avoir forcément un moyen de transport. Voilà, donc il y a effectivement une thématique qui revient, c'est 85% des familles en précarité énergétique au niveau national habitent plutôt dans des maisons individuelles en milieu rural. Donc ça, il y a une réalité qui est accentuée par ce que vous décrivez, c'est-à-dire la problématique liée au déplacement domicile-travail, qu'on appelle plutôt la vulnérabilité énergétique. Et si on revient à la précarité énergétique dans le logement, effectivement, elle a des conséquences sociales, elle a des conséquences sur les budgets, elle a des conséquences par rapport à l'emploi, par rapport à l'isolement des personnes, voilà, un certain nombre de conséquences. Vous, au groupe Ulysse, depuis 10 ans, vous venez en aide à ces ménages avec le service Solénie. Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors Solénie, c'est un dispositif d'accompagnement des familles en précarité énergétique à leur domicile. Des binômes en fait de personnes qui sont elles-mêmes en parcours d'insertion professionnelle, puisque c'est une des spécificités du groupe Ulysse. C'est un groupe économique solidaire qui est composé de structures d'insertion par l'activité économique. Donc on recrute, on forme et on accompagne dans l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Donc ces salariés sur Ulysse Énergie, ils sont formés au métier de conseiller en maîtrise de l'énergie et ils vont effectuer ce qu'on appelle un diagnostic socio-technique des usages de l'eau et de l'énergie dans le logement, à travers effectivement physiquement des visites au domicile des familles, d'1h30 environ. La première étant une visite pour observer, échanger et mesurer autour de la façon d'habiter, pour effectivement faire prendre conscience à la famille que la façon dont aujourd'hui sont bâtis ces équipements et surtout la façon dont elle les utilise va correspondre telle consommation énergétique, ce qui est quand même compliqué sur la facture aujourd'hui à comprendre, parce qu'on parle en kilowattheure, on parle en mètres cubes. Voilà, donc on passe un certain nombre de temps à expliquer ces notions-là. Et ensuite, lors d'une seconde visite, on va être plus dans une phase de diagnostic, d'analyse, de présentation un petit peu de la décomposition de la facture d'énergie, par exemple en disant que sur la facture d'électricité, le chauffage va représenter tant de pourcents, tant d'euros, la partie éclairage, la partie froid, la partie chaud, la partie lavage, séchage, etc. Et tout ça, ça permet effectivement de dispenser des conseils personnalisés, précis, qui sont couplés à de la fourniture et de l'installation de matériel. Donc on va être capable de changer la typologie des éclairages, installer un certain nombre d'équipements pour réduire les débits des robinets. Et ça, comment ça se passe ? C'est le ménage qui paye Alors le service, c'est complètement gratuit, effectivement. Il est financé par, on va dire, des donneurs d'ordre essentiellement publics. Donc globalement des collectivités locales, le département de l'Isère de premier ordre, ensuite le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble, un certain nombre de bailleurs sociaux, des fournisseurs, notamment Gaz Électricité de Grenoble, qui est le partenaire historique effectivement de Solénie dès 2011, et puis ensuite un certain nombre d'autres acteurs autour du logement ou de l'habitat. Mercredi, donc demain mercredi, vous proposez de venir découvrir Solénie de 14h à 17h à la Maison des Associations à Grenoble. Ce sera pour compléter le nombre de ménages qui est déjà assez imposant, qui a été aidé par Solénie. Combien de ménages avez-vous déjà aidé ? Donc en 10 ans, on a pu accompagner à travers le dispositif 1400 ménages sur l'ensemble du département. En parallèle, on a pu, en tant qu'entreprise d'insertion, former et accompagner vers l'emploi avec des taux de retour à l'emploi qui sont satisfaisants, une quarantaine de personnes en parcours d'insertion professionnelle, en parcours d'inclusion. Et donc demain, c'est l'occasion de présenter avec un certain nombre de partenaires un petit peu un parcours de l'habitant, du ménage qui souhaite prendre conscience et être accompagné dans différentes démarches. Donc on aura différents stands l'après-midi à la Maison des Associations, l'un qui va être tenu par Gaz Électricité de Grenoble avec le CCS de Grenoble, un petit peu sur le repérage des familles, un autre qui va être occupé par effectivement les salariés du Ulysse Énergie, les anciens et les nouveaux. Un autre qui va être plutôt tenu par des partenaires du monde social de l'habitat, donc Actis et la SDH. Ensuite, on a un stand sur le mal logement, qui est tenu par Solia, et puis ensuite un stand sur toutes les initiatives d'énergie citoyenne. Merci beaucoup Jean-Jérôme Calvier. Je rappelle que c'est de 14h à 17h à la Maison des Associations à Grenoble, mercredi. Une fois que votre logement est bien isolé, il faut aussi penser à sortir, à aller se divertir avec par exemple la foire de la Saint-Martin, mercredi et jeudi à Voiron, après une édition 2020 annulée pour les raisons que vous savez. Ce sera la 664e Saint-Martin, 450 exposants, 45 manèges, 20 associations, 15 producteurs sur
sur l'espace agricole. Pas question de se comporter comme les années précédentes. Les espaces de la fête foraine, les buvettes associatives, celles dédiées aux villes jumelées, seront soumises au pass sanitaire. Le port du masque sera obligatoire sur le reste du champ de foire. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.